projet, c'est de pousser les réflexions sur les rapports entre l'éthique et le droit et vraiment les réfléchir de la posture du juge, du magistrat, pour voir comment, au-delà des fois de la norme juridique, il y a aussi des considérations éthiques qui peuvent entrer en considération soit dans l'acte lui-même de juger ou dans l'agir professionnel ou dans les fonctions ou à l'extérieur même des fonctions pour les magistrats. Alors, lorsque j'ai eu la chance de présenter mon projet de recherche il y a quelques mois déjà, ça a suscité tout naturellement un engouement et on s'est rendu compte que les axes de recherche et les préoccupations de l'IRDJ étaient tout à fait compatibles avec les objectifs de mon projet de recherche. Évidemment, on peut penser aux avocats qui, de par leur fonction, peuvent être appelés à rencontrer toutes sortes de clients potentiels et peuvent parfois avoir des interrogations jusqu'où ils sont à l'aise de représenter certains clients. Alors là, il peut y avoir toute une éthique professionnelle, voire même personnelle du praticien pour essayer de voir quel cas, comment il oriente sa pratique. Il peut y avoir aussi, à contrario, des cas où on lui demande de représenter dans un cabinet des clients pour lesquels il n'y a pas vraiment nécessairement de compatibilité ou même peut-être des questionnements au plan éthique, voire moral de certains clients. Et ça aussi, ça peut entraîner certains enjeux. Évidemment, si on pense aux magistrats, ben, on peut s'imaginer toutes sortes de situations auxquelles ils sont confrontés, qui touchent même le code de la magistrature par rapport à l'indépendance, par rapport à l'impartialité, bon, etc., les principes que l'on retrouve. Alors, bien sûr, on les connaît, ces principes, mais comment ils s'apprécient en situation, c'est là que ça devient toujours plus difficile de repérer finalement quels seraient les bons comportements dans les circonstances. Donc, on peut penser aussi à cette catégorie. Puis plus largement, et là, évidemment, il y a des distinctions que je vais rapidement entre le Québec, la France et d'autres pays de la francophonie, éventuellement, qu'on pourrait faire. Mais il y a aussi tout ce qui est en soutien administratif, à un procès ou à des ententes à l'amiable. Donc, on peut penser greffier, on peut penser à des gens du ministère, on peut penser à du personnel administratif. Et là aussi, il peut y avoir toutes sortes de dilemmes qui se posent. Au Québec, notamment, on peut penser à la déclaration de Montréal qui a été le fruit de toute une démarche de délibération avec les citoyens pour réfléchir à des principes, des valeurs fortes qui semblaient incontournables en matière d'IA. Donc la déclaration aujourd'hui, bon, elle est disponible sur le site de l'Université de Montréal, mais sert de repère, de guide. On peut penser aussi à l'UNESCO qui a fait des travaux pour finalement préserver la dignité des personnes lorsqu'on introduit de l'intelligence artificielle. Et on peut penser aussi aux travaux des différents législateurs qui, encore une fois, viennent un petit peu plus tardivement, puis on peut comprendre de par le processus législatif, mais qui aussi visent à encadrer d'un point de vue légal les initiatives en matière d'IA. Présentement, on ne peut pas parler, je pense, humblement d'un vide juridique en matière d'IA parce qu'il y a déjà d'autres éléments qui existent en droit. Je m'en voudrais de passer sous silence aussi toute l'introduction de l'IA dans le domaine juridique, que ce soit d'aide de soutien à la recherche, voire même de décision par des SIA, où on se dit, est-ce qu'éventuellement on pourrait se priver du jugement de personnes, de juges, pour relayer finalement ces prises de décision à des SIA. Alors là, il y a toutes des questions, je pense, de société, de philosophie qu'il faut se poser et qui doivent assurément retenir notre attention parce que, à la fois, je pense, l'IA peut nous ouvrir des opportunités incroyables. Il y a un projet là, que j'ai en tête qui a été mis sur pied au Québec qui permet à tout locataire et propriétaire rapidement d'aller consulter là, un site pour connaître un peu l'état du droit sur différentes questions en lien avec le logement. Et ça fonctionne par SIA. On a numérisé et entraîné une SIA avec les différentes décisions judiciaires dans ce domaine-là. Donc, c'est très précieux. Ça rend le droit plus accessible. Mais d'un autre côté, les dérives qu'on peut anticiper, bien évidemment, si une SIA prend des décisions, il y a tout le problème que vous avez sûrement déjà entendu parler de la boîte noire, de comment les données ont été, la SIA a été entraînée, quelles sont les données, est-ce qu'il y a des biais, etc., qui assurément doivent vraiment mobiliser notre vigilance et notre attention.